À 18 ans, ma mère m'a fait annuler mon anniversaire car mon frère se sentait exclu. Je suis parti de rien et j'ai bâti ma vie. Des années plus tard, voyant mon bonheur, il est revenu furieux, exigeant que ma femme, mon enfant et ma maison lui reviennent. Ce n'est pas un scénario de film rocambolesque, juste des faits réels qui me semblent encore surréalistes quand j'y repense. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez le responsable de la famille et que ce n'était pas un compliment? C'est en gros le résumé de mon enfance. Mon père s'est tiré quand j'avais 6 ans. Mon petit frère, Lucas, en avait 4, donc il ne se souvient même pas d'avoir eu un père. Moi, si. Je me souviens du bruit de la porte d'entrée qui claque et de ma mère disant qu'il reviendrait quand il se serait calmé. Spoiler, il n'est jamais revenu. Après ça, ma mère a commencé à m'appeler l'homme de la maison, ce qui signifiait apparemment faire les corvées, être silencieux et ne pas la déranger pendant qu'elle gâtait Lucas au point d'en faire un petit tyran. Tout était justifié par des « il est juste sensible » ou « tu sais comment est Lucas ». On m'a dit d'être mature plus de fois qu'on m'a dit « bon travail ». Je me souviens d'un Noël quand j'avais 9 ans. Papy nous avait envoyé des cadeaux par la poste. Un pour moi, un pour Lucas. Le mien était ce super camion télécommandé que je voulais depuis des mois. Lucas a eu une figurine de super-héros qu'il réclamait. C'était parfait pendant environ 3 minutes. Puis Lucas a vu mon camion et a décidé qu'il le voulait. Il s'est mis à hurler, en pleine crise de larmes. Maman s'est précipitée comme si quelqu'un était mort. Lucas, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux le jouet d'Antoine. Il a eu le meilleur. J'ai dit non, évidemment. Papy nous avait offert à tous les deux ce que nous avions demandé, mais maman m'a lancé ce regard. Celui qui signifiait toujours que j'allais perdre quelque chose. Antoine, mon cœur, tu ne peux pas partager? Sois mature. Non, maman, c'est le mien. Il a eu le sien. Alors Lucas a crié encore plus fort et c'en était fini. Elle me l'a arraché des mains et l'a tendu à Lucas. Tiens, d'accord, Lucas. Prends-le. Antoine, arrête d'être égoïste. Je me souviens être resté là, les mains vides, à regarder mon frère jouer avec les deux jouets. J'ai demandé si je pouvais au moins avoir celui de Lucas, puisqu'il n'avait clairement pas besoin des deux. Lucas a de nouveau fondu en fausses larmes. Maman a dit que je créais des problèmes et m'a envoyé dans ma chambre. C'est là que j'ai appris que dans notre maison, la paix passait toujours avant l'équité. Avance rapide de 9 ans. J'ai maintenant 18 ans et apparemment, rien n'a changé. C'est la veille de mon anniversaire. J'avais pris un service supplémentaire au garage pour payer un petit gâteau au chocolat et une pizza bon marché. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose qui me semblait mien. Je suis entré avec la boîte, me sentant étrangement fier de moi. Lucas est sur le canapé, scotché à son téléphone. C'est quoi ça? Mon gâteau, ai-je dit. Il a froncé les sourcils comme si je venais de l'insulter. Tu fais vraiment tout ça pour toi? Ouais, concept fou, hein. Fêter mon anniversaire. Il a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas juste. Tu as toujours le droit de tout faire en premier. Lucas, ça s'appelle être né 2 ans plus tôt. Ça l'a fait exploser. C'est juste stupide que tu deviennes adulte avant moi. Maman. Et voilà. Maman est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe encore? Lucas a croisé les bras, prenant cette fausse voix de victime. Il me nargue en me montrant qu'il va avoir 18 ans et pas moi. Je l'ai regardé, attendant la réponse évidente. Quelque chose comme « Lucas, c'est la vie ». Mais non, maman a soupiré. Antoine, es-tu obligé d'étaler ça? Étaler quoi? Mon existence. Elle m'a lancé le regard de mère déçue. Tu sais à quel point ton frère est sensible. Peut-être que tu pourrais juste te passer de gâteau cette année. Allez, sois mature à ce sujet. La voilà. La phrase magique qui faisait paraître raisonnable toute injustice. Sois mature. Tu es sérieuse, ai-je dit. C'est juste un anniversaire. Tu es un adulte maintenant. Lucas est encore mon bébé. Lucas a eu un sourire narquois depuis le canapé, déjà passé à autre chose, comme s'il avait encore gagné quelque chose. Quelque chose en moi s'est éteint à ce moment précis. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je suis juste resté là avec ce stupide gâteau entre les mains, réalisant que ça ne changerait jamais.
J'ai posé le gâteau sur le comptoir et je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai même pas soupiré. Dans ma chambre, je me suis assis au bord du lit et j'ai fixé la fissure au plafond que je suivais du doigt quand je n'arrivais pas à dormir, enfant. Je les entendais en bas. Lucas qui riait de nouveau. Maman qui discutait avec lui comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de dire à son fils aîné que son anniversaire n'avait pas d'importance. J'ai ouvert mon placard et j'ai regardé le vieux sac de sport sur l'étagère du haut. Celui que j'utilisais lors de notre unique voyage en famille, des années auparavant, avant que papa ne parte. Je l'ai descendu, la poussière s'envolant comme si même lui avait abandonné tout espoir dans cette maison. Je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais juste que j'en avais fini de jouer le perdant mature dans le cirque familial de quelqu'un d'autre. J'ai fait mon sac lentement. Des vêtements, quelques documents, l'argent que j'avais économisé de mon travail à temps partiel. Quand j'ai fermé la fermeture éclair, le sac ne semblait pas lourd. C'était comme la liberté avec une poignée. En bas, les rires avaient laissé place au son de la télévision. Je suis resté un long moment devant ma porte, à écouter. Puis je me suis murmuré, « Sois mature, n'est-ce pas ?» et j'ai souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai juste attendu que la maison devienne assez silencieuse pour disparaître. J'entendais Lucas ronfler depuis sa chambre. Ce sommeil lourd et odieux de quelqu'un qui ne s'est jamais inquiété un seul jour de sa vie. La lumière de la chambre de maman s'est éteinte vers minuit, et c'était mon signal. Le sac de sport était posé par terre près de mon lit, à moitié ouvert avec l'essentiel, des vêtements, un peu d'argent liquide, mon chargeur de téléphone. Partir n'était pas à cause de l'anniversaire. C'était juste le coup de grâce après des années à être le personnage secondaire de ma propre histoire. Quand j'avais 13 ans, j'ai rejoint l'équipe de basket de l'école. Nous n'étions personne, mais nous avons réussi à nous hisser jusqu'à la finale départementale. J'ai joué comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Nous avons gagné. Et pour une fois, maman avait l'air vraiment fière. Elle a même organisé une petite fête à la maison. Ballon, pizza, tout le tralala. Je me souviens être assis là, souriant, pensant que les choses changeaient peut-être enfin. Puis Lucas s'est mis à pleurer. Il a dit que ce n'était pas juste que tout le monde soit fier d'Antoine et pas de lui. Il avait 11 ans. Au lieu de lui dire de se calmer, maman l'a serré dans ses bras comme si c'était lui qui venait de gagner le match. Ce n'est rien, mon bébé. Tu auras ton moment de gloire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, on va se calmer un peu, d'accord ? On ne veut pas qu'il se sente exclu. Le lendemain matin, les ballons avaient disparu. Elle a dit qu'elle les avait enlevés parce que c'était trop. Après ça, plus de célébrations, plus d'anniversaires, plus de réussites, rien. Seuls les sentiments de Lucas étaient célébrés. De retour au présent, je fixais mon sac préparé. Chaque seconde semblait plus lourde, comme si l'air lui-même me retenait. J'ai enfilé mon sweat à capuche, celui avec des taches de peinture du job d'été que j'avais fait 2 ans auparavant, et j'ai jeté un dernier regard à ma chambre. Les posters, la fenêtre fissurée, le renfoncement dans le mur là où Lucas m'avait jeté mon ballon de basket. Tout cela n'était que des souvenirs de moi jouant le pacificateur pendant que maman me qualifiait de mature pour mon silence. J'ai éteint la lumière, ouvert doucement la porte et suis entré dans le couloir. La maison a craqué comme si elle me dénonçait. Je me suis figé, à l'écoute. Rien, juste le bourdonnement du frigo et le tic-tac lointain de l'horloge du salon. En bas, j'ai décroché mes clés de voiture du crochet et j'ai regardé vers le salon. Le stupide gâteau au chocolat était toujours sur le comptoir, celui que je n'ai pas pu manger. J'en ai pris un morceau avec mon doigt, j'ai murmuré « Joyeux anniversaire à moi » et je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé comme une gifle, froid, vif et libre. Mon vieux pick-up était garé sous le lampadaire, une relique cabossée avec plus de rouille que de peinture, mais il était à moi. J'ai mis le sac sur le siège passager et je suis monté. J'ai jeté un dernier regard à la maison. Cette même maison où j'avais passé 18 ans à jouer les seconds rôles. Toutes les lumières étaient éteintes. Personne n'allait venir m'arrêter. Je ne savais pas où j'allais, juste que n'importe où ailleurs valait mieux qu'ici. J'ai conduit jusqu'à ce que le quartier se transforme en autoroute. Je ne me sentais pas triste, juste vide, comme si j'étais déjà parti bien avant que mon corps ne le fasse. Vers 3 heures du matin, je me suis garé sur le parking de la maison de mon pote Benoît. Il habitait à l'autre bout de la ville,
le genre de gars qui disait toujours « Appelle-moi si jamais tu as besoin d'un endroit ». Le genre que vous ne pensez jamais appeler vraiment. Je lui ai quand même envoyé un texto. « Tu dors ?» Il a répondu « Il est 3 heures du mat, mec. » Qu'est-ce qui se passe? Je peux squatter chez toi un moment? Porte du garage ouverte. Le canapé est libre. C'est pour ça que c'était mon meilleur ami. Pas de questions, pas de jugement. Je me suis garé sans bruit, j'ai pris mon sac et je suis entré par la porte de service. Son chien a levé la tête, a remué la queue une fois paresseusement et s'est rendormi. Le canapé était froid, mais il était à moi pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du bacon. La mère de Benoît, la femme la plus gentille du monde, a juste souri en me voyant. « Bonjour, Antoine. Tu as faim? » J'ai hoché la tête, la voix rauque. Oui, un peu. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement glissé une assiette d'œufs et de toast devant moi comme si c'était la chose la plus normale du monde. Benoît était assis en face de moi, les cheveux en bataille, bâillant. « Alors, tu l'as vraiment fait, hein? » « Ouais, ai-je dit en mâchant lentement. « Je suppose que j'ai enfin grandi. » Il a souri. Il était temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Pas par sarcasme, pas pour détourner l'attention, juste un vrai rire. C'était étrange, comme se souvenir d'une langue que j'avais oubliée. Il y avait de la culpabilité, oui, mais il y avait aussi de la paix. Personne ne me traitait d'égoïste pour le simple fait d'exister. Personne ne me demandait d'être mature. Juste du silence, de la liberté et un petit déjeuner qui avait vraiment le goût de m'appartenir. C'était le premier vrai repas de ma vie, et je ne le réalisais même pas encore. Je suis resté sur le canapé de Benoît pendant une semaine avant de trouver une chambre à louer par l'intermédiaire d'un de ses parents. L'endroit était essentiellement un placard avec un évier qui goûtait et un matelas qui sentait légèrement le carton mouillé, mais il avait une porte qui se fermait à clé, et c'était suffisant. Le jour, je remplissais des demandes d'emploi comme si c'était ma nouvelle religion. La plupart des endroits ne rappelaient même pas. Finalement, un entrepôt dans la zone industrielle de la ville a dit qu'ils avaient besoin d'un gars pour les quarts de nuit, pour déplacer des boîtes, charger des palettes, le travail de base habituel. Le salaire était misérable, mais je n'ai pas hésité. Ils ont dit que je pouvais commencer la nuit suivante. Ce premier quart de travail a failli me tuer. 12 heures à soulever, porter, empiler sans arrêt, transpirant sous des néons bourdonnants. L'air sentait l'huile et la poussière. J'avais les mains à vif quand j'ai pointé à la sortie. Mais quand le superviseur m'a remis ce premier chèque froissé une semaine plus tard, même s'il n'était pas énorme, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. De la fierté. Chaque euro était à moi. Personne ne pouvait me le prendre ou me faire culpabiliser de l'avoir gagné. Les nuits se sont transformées en semaines. Ma chambre est devenue une routine. Nuits instantanées, douche froide, le bourdonnement du mini-ventilateur qui ne fonctionnait qu'à vitesse moyenne. Parfois, je fixais le plafond en pensant à quel point c'était étrangement paisible, même sans rien autour de moi. Pas de cris, pas de culpabilisation, pas de marche sur des œufs pour que Lucas ne pleure pas. Le seul bruit qui tentait de me ramener en arrière venait de mon téléphone. Maman a appelé tous les jours au début. Je voyais son nom clignoter sur l'écran et mon estomac se tordait. J'ai ignoré les premiers appels. Puis sont venus les messages vocaux. Antoine, ce n'est pas drôle. Tu as fait peur à ton frère. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnerais ta famille comme ça. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Le même scénario, un ton différent. Aucun d'eux ne demandait si j'allais bien. Tout tournait autour de ce que je leur faisais ressentir. Finalement, les appels se sont espacés, puis ont cessé. J'ai attendu quelques jours, m'attendant à une autre vague de culpabilité, mais je n'ai eu que le silence. C'est là que j'ai compris. Ils ne voulaient jamais vraiment de moi. Ils voulaient juste le contrôle. L'hiver est arrivé plus vite que prévu. Je n'avais pas de vrai manteau, alors je superposais les sweats comme une armure et je continuais à travailler dans le froid. Les chauffages de l'entrepôt fonctionnaient à peine, et certaines nuits, la seule chose qui me tenait chaud était l'adrénaline et le mauvais café. Un matin vers 4 heures, je rentrais chez moi après mon service quand mon pick-up a bafouillé et s'est arrêté à un feu rouge. J'ai essayé de le redémarrer. Rien. Le moteur a juste toussé et a abandonné, comme s'il était fatigué lui aussi.
Je suis resté assis là 1 minute, la buée de mon souffle obscurcissant le pare-brise, et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé le numéro de maman. Je ne l'avais pas appelé depuis des mois. Pendant une seconde, je l'ai imaginé répondre. Soupir dramatique, fausse inquiétude, puis l'inévitable, tu vois ce qui arrive quand tu essaies de tout faire tout seul? C'en était assez. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le siège, je suis sorti et j'ai commencé à marcher 8 kilomètres dans un air glacial. Mon souffle sortait en nuages, et le bout de mes doigts est devenu insensible. Mes chaussures étaient trempées par la neige fondue, et toutes les quelques minutes, je me disais que j'allais m'arrêter à la prochaine station-service, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à marcher. Quelque part entre le 3e et le 5e kilomètre, ma colère s'est transformée en concentration. Chaque pas était comme si je martelais cette promesse plus profondément dans mes os. Je ne retournerai jamais en arrière. Pas même pour de l'aide. Pas même pour prouver quelque chose. Simplement, plus jamais. Au moment où j'ai atteint mon appartement, le soleil se levait. Je me suis effondré sur le matelas et j'ai fixé le plafond. Mon corps tout entier me faisait mal. Mais je n'étais pas en colère. J'étais fier. Fier de ne pas avoir plié à la première difficulté. Fier d'avoir marché chaque maudit kilomètre au lieu de ramper en arrière. Ce matin-là, j'ai sauté le sommeil et je suis allé directement à la bibliothèque. J'ai utilisé l'un de leurs vieux ordinateurs pour m'inscrire à des cours du soir à l'IUT. Je ne savais pas ce que je voulais étudier. Je savais juste que je voulais continuer à avancer. Les mois suivants ont été un tourbillon d'épuisement et de progrès. Je travaillais 10 heures, prenais un fast-food à 1 euro, puis je me traînais à un cours de logistique et de gestion à 19 heures. La plupart des nuits, je luttais pour rester éveillé, mais j'ai réussi tous mes examens. Les gens à l'entrepôt ont commencé à le remarquer. Les plus âgés m'appelaient l'étudiant pour rire. Mais quand le superviseur avait besoin de quelqu'un de fiable, il m'appelait en premier. J'ai pris tous les services que je pouvais, j'ai économisé chaque euro supplémentaire. Le week-end, je réparais le pick-up moi-même avec des pièces de la casse. Il n'était pas beau, mais il roulait de nouveau, tout comme moi. Parfois, je conduisais jusqu'à mon ancien quartier la nuit, je me garais à quelques rues de là et je restais assis. Je ne m'approchais jamais assez pour qu'il me voie, mais je regardais les lumières de la maison. La chambre de Lucas toujours allumée tard, comme d'habitude. L'ombre de maman se déplaçant dans la cuisine. Rien n'avait changé. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que l'endroit qui me semblait être une cage paraisse si petit de l'extérieur. Quelques mois plus tard, j'ai été promu chef d'équipe. Le salaire n'était pas incroyable, mais il était stable. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'offrir plus que des nouilles. J'ai même acheté une vraie veste. Pas chère, mais chaude. Chaque jour de paie, je pliais le chèque en deux et je le fixais une seconde avant de l'encaisser. Pas parce que c'était beaucoup, mais parce que c'était la preuve que j'avais survécu sans eux. Pas d'appel, pas de « sois mature », pas de Lucas criant en arrière-plan, juste moi. Et c'était suffisant. 7 ans plus tard, cette phrase me revenait parfois en tête quand je garais ma voiture dans l'allée de ma nouvelle maison après une longue journée de travail. La maison n'était pas grande. 2 chambres, une salle de bain, une allée fissurée. Mais elle était à moi. Chaque carreau, chaque clou, chaque goutte de sueur qu'il avait construite portait mon nom. J'avais 25 ans maintenant, superviseur d'entrepôt. Oui, au même endroit où j'avais commencé comme la recrue qui empilait des boîtes, sauf que maintenant c'était moi qui donnais des ordres et qui réparais les erreurs de tout le monde. Le salaire ne changeait pas la vie, mais il était solide. J'avais des économies, une assurance maladie et un frigo plein de nourriture qui ne venait pas d'un menu à 1 euro. La plupart des soirs, en arrivant dans cette allée et en voyant la lumière du Porsche allumée, je souriais. Claire la laissait toujours allumée pour moi. Elle disait que ça rendait l'endroit chaleureux, comme un foyer. C'était le genre de femme qui ne se souciait pas des choses de luxe, juste de l'effort. Elle m'a rencontré quand je prenais des cours du soir, jonglant avec les services, à moitié mort de fatigue, et a quand même décidé que je valais la peine de rester. Nous nous sommes mariés quand j'avais 21 ans, à la mairie avec 2 témoins et sans drame. Pas de famille, juste nous. 1 an plus tard, Ellie est né, notre fils. Il lui ressemblait, mais avait mon entêtement, ce qui est à la fois adorable et terrifiant. Certains soirs, je restais assis à les regarder, Claire berçant Ellie pour l'endormir, et je pensais, personne ne peut me prendre ça maintenant.
Ce n'était pas de la chance. C'était mérité. Construit à partir de rien, avec mes 2 mains et la décision de laisser derrière moi tout ce qui m'avait brisé. À ce moment-là, Ellie avait presque 4 ans. Tout en énergie et en question, et déjà meilleure que moi pour construire des choses à son âge. Puis, un après-midi au hasard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, j'ignore ces appels, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Antoine, a dit une voix familière, c'est ton grand-père. Je me suis figé. Je n'avais pas entendu cette voix depuis des années. Il semblait plus âgé, plus doux. Salut, ai-je dit prudemment. Je ne m'attendais pas à t'entendre. Il a gloussé. Je ne m'attendais pas à appeler, pour être honnête. Je voulais juste savoir comment tu allais, mon garçon. Je vais bien. Très bien, même. Il y a eu une pause. Tu as bien fait, tu sais, de partir. Ça m'a pris par surprise. Ouais. Ouais. J'ai dit à ta mère il y a des années que gâter Lucas le ruinerait. Elle n'a pas écouté. Je l'ai même prévenu après le départ de ton père que faire de toi l'homme de la maison n'était pas juste. Tu n'étais qu'un enfant. Mais elle ne m'a jamais entendu. Trop occupée à protéger Lucas du monde. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre la pelouse que j'avais tondue la veille. Je pensais que j'étais fou de partir. Tu n'étais pas fou, a-t-il dit. Tu survivais. Cette phrase m'a frappé. Survivre. C'était exactement ça. Il a soupiré. Je n'appelle pas pour salir qui que ce soit. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai entendu des bribes. Ta mère a dit que tu allais bien, mais elle ne parle pas beaucoup de toi. Je vais bien, papy, ai-je dit en souriant légèrement. J'ai une famille maintenant. Un fils. Il a laissé échapper un rire chaleureux. Un garçon, hein. Je parie qu'il est déjà plus intelligent que nous tous. On y travaille. Je suis fier de toi, Antoine. Tu as brisé le cycle. Ce n'est pas facile. Nous avons parlé encore 10 minutes. Surtout de petites choses. Le temps, le travail, comment ses genoux étaient fichus mais son jardin prospérait. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis à fixer mon téléphone pendant un moment. C'était étrange. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un de ma famille me contactait sans jugement ni culpabilité. Ça ne réparait rien, mais ça faisait du bien. Ce soir-là, quand Claire est rentrée, elle avait ce regard de quelqu'un qui préparait quelque chose. Et, a-t-elle dit, mais quelque chose de correct. Je t'emmène au restaurant. J'ai haussé un sourcil. Où ça? À la station-service chic du coin. Elle a souri. Non, génie. Un vrai restaurant. Tu le mérites. J'ai failli dire non. Je déteste manger au restaurant, mais elle m'a lancé ce regard et j'ai cédé. Nous nous sommes habillés, avons déposé Ellie chez sa sœur et sommes allés en ville. Le restaurant était l'un de ces endroits sympas mais pas prétentieux. Lumière tamisée, jazz en fond sonore, serveur au sourire forcé. Claire était magnifique, et j'étais juste heureux d'être assis avec elle, loin du bruit du travail. Puis, au milieu de notre repas, j'ai entendu un rire qui m'a tordu l'estomac. Ce rire aigu et faux avec lequel j'avais grandi. Celui de maman. J'ai levé les yeux et, bien sûr, 2 tables plus loin, elles étaient là. Maman et Lucas. Lucas avait l'air à peu près pareil, plus âgé, plus grand, mais avec le même visage suffisant qui me rendait fou avant. Maman était habillée comme si elle passait une audition pour une publicité sur la crise de la quarantaine, sirotant du vin et hochant la tête pendant que Lucas parlait de quelque chose avec animation. Claire a suivi mon regard. Ça va? J'ai hoché la tête lentement. Ouais, je ne m'attendais juste pas à tomber sur de vieux fantômes ce soir. Maman ne m'avait pas encore vu. Lucas était trop occupé à faire défiler son téléphone, se plaignant probablement de la dureté de sa journée. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire comme si je ne les voyais pas, de finir de dîner, de partir et de ne plus jamais y penser. Mais une partie de moi, la partie qui avait passé 18 ans à avaler chaque insulte, chaque anniversaire ignoré, chaque soie mature forcée, voulait être vue. J'ai regardé Claire et j'ai dit, ne partons pas tout de suite. Parce que parfois, on ne planifie pas sa vengeance. On s'assoit simplement et on laisse le destin la servir à la table d'à accent grave côté.
Claire a dû sentir que je ne bougeais pas. Elle a pris ma main sous la table et l'a serrée. Le genre de geste qui disait, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je n'ai même pas eu le temps de décider quoi faire avant que la voix de Lucas ne traverse la pièce comme un haut-parleur cassé. C'est pas vrai, a-t-il dit assez fort pour que la moitié du restaurant se retourne. Antoine, purée, c'est vraiment toi. Il s'est levé, souriant comme si nous étions les meilleurs amis du monde perdus de vue. Maman s'est retournée, les yeux s'écarquillant en me voyant. Pendant une seconde, son sourire a presque semblé sincère. Puis elle a jeté un coup d'œil à Claire, aux beaux vêtements, aux alliances à nos doigts, et ce mélange familier de surprise et de culpabilité a traversé son visage. Lucas s'est pavané vers nous avant que je puisse réagir. Waouh, mec. Regarde-toi. Marié, restaurant chic. Ça doit être sympa. Je me suis adossé à ma chaise. Salut, Lucas. Tu es encore en vie. C'est cool. Il a cligné des yeux, confus par mon ton calme. Ouais, je suis en vie. Maman m'a dit que tu t'étais juste barré comme si on ne comptait pas à ne pas compter, ai-je dit. Je crois que c'est mon rôle depuis la naissance. Maman a grincé des dents. Antoine, s'il te plaît. Pas ici. Lucas l'a interrompu. Tu nous as abandonnés. J'ai dû grandir sans mon frère parce que tu ne supportais pas de faire partie d'une famille. J'ai laissé échapper un petit rire. Pas méchant, juste fatigué. Lucas, tu avais 16 ans quand je suis parti. Tu n'avais pas besoin d'un frère. Tu avais besoin d'une laisse. Quelques personnes à proximité ont ricané à voix basse. Claire a caché son sourire derrière son verre d'eau. Maman a sifflé. Ne commence pas, Antoine. Non, maman, ai-je dit en me penchant en avant. Parlons-en vraiment, puisqu'apparemment je suis le méchant ici. Parlons de toutes les fois où on m'a dit d'être mature pendant que Lucas obtenait tout ce pourquoi il pleurait. Mon anniversaire annulé parce qu'il était jaloux. Ma victoire au basket que tu as fait semblant d'ignorer parce qu'il a piqué une crise. Tu appelais ça de l'éducation. J'appelais ça de la survie. Le visage de Lucas est devenu rouge. Tu te crois meilleur que nous maintenant avec ton petit boulot et ta petite famille. Je ne me crois pas meilleur, ai-je dit calmement. J'ai juste appris à vivre sans attendre l'équité. Il a ri, mais son rire était tremblant. Tu crois que tu peux juste t'enfuir et être récompensé pour ça? C'est drôle, ai-je dit. Tu crois que tu peux rester assis sur le canapé de ta mère pendant 20 ans et être récompensé pour ça? Celle-là a fait mouche, sa mâchoire s'est crispée. La table à côté de nous était devenue complètement silencieuse. Puis Lucas s'est penché en avant, les yeux fous. Je veux ce que tu as, a-t-il dit, la voix montant. Tu ne le mérites pas. Je veux ta vie. La femme, le gamin, la maison, tout ça aurait dû être à moi. Il s'est penché vers Claire. Tu ne veux pas rester avec ce loser. Viens avec moi. Les mots sont restés en suspens comme du poison. Même maman avait l'air abasourdie. La main de Claire s'est figée en l'air. Tout le restaurant est devenu silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la musique de fond. Je me suis levé lentement, la chaise raclant le sol. Tu veux ma vie, Lucas, ai-je demandé doucement. Il avait l'air suffisant, pensant que j'allais reculer. Ouais, pourquoi tu l'aurais? Tu es parti. Tu ne mérites pas la fin heureuse. C'est là que quelque chose en moi a cédé. Pas de la colère, juste un sentiment de finalité. Je l'ai attrapé par le col et l'ai tiré assez près pour qu'il voie à quel point mon visage était calme. Écoute-moi, Lucas. Tu ne mérites rien parce que tu ne construis rien. Tu te plains, tu prends, tu piques des crises, et tu t'attends à ce que le monde se plie à tes désirs. Tu n'es pas une victime. Tu es juste paresseux. Ses yeux se sont écarquillés. Ses mains étaient figées en l'air. J'ai resserré ma prise juste assez pour qu'il fasse attention. Tu veux une vie comme la mienne? Gagne-la. Arrête d'être un homme-enfant. Arrête de blâmer tout le monde. Et pour une fois dans ta vie, agis comme si tu avais plus de 12 ans, bon sang. Puis je l'ai repoussé, pas fort, mais assez pour qu'il trébuche sur la table derrière lui. Quelques verres ont tinté. Un serveur a eu un hoquet de surprise, et Lucas est resté là, pâle, humilié, respirant comme s'il venait de courir 1 kilomètre. La voix de maman tremblait. Antoine, non. Maman,
ai-je dit en me tournant vers elle. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Tu as passé des années à le protéger des conséquences. Et regarde-le maintenant. Un homme adulte qui pense que tout lui est dû. Tu pensais être une bonne mère, mais tu nous as juste brisés tous les deux de différentes manières. Pour une fois, elle n'a pas argumenté. Elle a simplement baissé les yeux, les mains tremblantes, les yeux brillants. Peut-être qu'elle l'a enfin vu. Pas les cris, pas le drame, juste la vérité posée là entre nous. Lucas a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est retourné et est sorti, les épaules basses. De la même manière qu'il se dandinait après avoir perdu un jouet quand il était enfant. Certaines choses ne changent jamais. Maman s'est rassise à sa table, silencieuse. Après une longue pause, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit morceau de papier plié. Elle s'est approchée, les yeux rouges mais le regard stable, et l'a posé devant moi. Mon nouveau numéro, a-t-elle dit doucement. Si jamais tu veux parler. Pas pour lui, pour moi. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Prends soin de toi, maman. Elle a esquissé un faible sourire et est retournée à sa place, fixant la table comme si elle essayait d'effacer tout ce qui venait de se passer. Claire a tendu la main sur la table, sa voix basse. Ça va? J'ai expiré. Ouais, en fait, ça va. Nous avons payé l'addition et sommes sortis. Alors que la porte se refermait derrière nous, j'ai jeté un dernier coup d'œil à travers la vitre. Maman était toujours assise là, fixant la chaise vide en face d'elle. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Non pas parce que je les avais humiliés, mais parce que je ne les avais pas laissés réécrire l'histoire une fois de plus. L'air de la nuit semblait plus froid qu'avant, mais pur. Claire a glissé sa main dans la mienne. Alors, a-t-elle dit avec un sourire. Tu penses toujours que sortir était une mauvaise idée. J'ai souri en coin. Ouais, une soirée totalement horrible. Elle a ri et nous avons marché jusqu'à la voiture, laissant les fantômes exactement là où ils devaient être. Pendant les semaines suivantes, la vie est revenue à la normale, ou aussi normale qu'elle pouvait l'être après un effondrement familial public. Je n'ai pas beaucoup pensé à cette nuit-là, du moins pas pendant la journée. Mais parfois, quand la maison était calme et qu'Ellie dormait, je me surprenais à la rejouer. Les mots de Lucas, le visage de maman, le silence qui a suivi. Puis, un soir après le travail, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'aperçu du message. C'est ta mère. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Je suis resté assis une minute entière à le fixer. Pas de manipulation, pas de culpabilisation, juste des mots que je n'avais jamais entendus de sa part. Claire est entrée en s'essuyant les mains. Ça va? Ouais, ai-je dit, toujours en regardant l'écran. C'est juste ma mère. Elle s'est approchée, lisant le message par-dessus mon épaule. Ça, c'est nouveau. Ouais, vraiment nouveau. Tu vas répondre? J'y ai pensé. Pas ce soir. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Les jours suivants, chaque fois que je prenais mon téléphone, ce texto était là comme un fil qui dépasse et que je ne pouvais ignorer. 3 jours plus tard, un autre message est arrivé. Tu n'es pas obligé de me parler, mais je veux juste que tu saches que je le pense. Je sais que je t'ai fait du mal. Celui-là m'a touché différemment. Je suis sorti, je me suis assis sur le porche et, avant de pouvoir trop réfléchir, j'ai composé son numéro. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Antoine. Ouais, c'est moi. Oh, mon chéri, a-t-elle dit, la voix brisée. Merci d'appeler. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le silence était épais, des années de non-dit suspendues dans l'air. Je n'ai pas appelé pour me battre, ai-je dit finalement. Je sais. Je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. Elle a soupiré. Je veux juste te dire la vérité. J'avais peur. Peur de quoi? De perdre Lucas. De l'échouer. Sa voix tremblait. Quand ton père est parti, Lucas n'était qu'un bébé. Il ne s'en souvenait même pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour compenser ça. Et quelque part en chemin, j'ai oublié que j'avais 2 fils, pas un seul. Je suis resté silencieux. Je me disais que tu étais fort, a-t-elle poursuivi, que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention,
que tu t'en sortirais quoi que je fasse, et ce n'était pas juste. Je t'ai fait tout porter pour que Lucas n'ait rien à porter. Je me suis adossé au garde-corps du Porsche, regardant le coucher de soleil. Tu savais ce que tu faisais, pourtant. Tu le voyais. Oui, a-t-elle admis, et je me suis convaincu que c'était de l'amour. Que le protéger, c'était de l'amour, mais je ne protégeais personne. J'évitais juste la culpabilité. Celle-là a frappé plus fort que prévu. Je ne peux pas changer ça, a-t-elle dit doucement. J'espère juste qu'un jour tu pourras me laisser essayer de faire mieux. C'était étrange de l'entendre parler comme ça. Pas d'excuses, pas de déviation, juste de l'honnêteté. Pour la première fois de ma vie, elle ne me parlait pas de haut. Elle me parlait. Je ne sais pas ce que je ressens à propos de tout ça, ai-je dit honnêtement. Mais merci de l'avoir dit. C'est suffisant pour moi pour l'instant. Nous avons raccroché peu de temps après, tous les deux un peu maladroits, comme si aucun de nous ne savait comment mettre fin à une conversation normale. Une semaine plus tard, elle a de nouveau envoyé un texto. On peut se voir? Juste pour parler. J'adorerais te voir. Sans attente. Une partie de moi voulait le supprimer, prétendre qu'il n'était jamais arrivé. Mais une autre partie, celle qui avait construit une vie sans amertume, s'est dit, peut-être qu'il était temps. Alors, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc près du lac un samedi matin. Claire est venue avec moi, principalement pour un soutien moral. Et bien sûr, Ellie était là aussi, courant partout avec son camion jouet et criant à propos des canards. Quand maman est arrivée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte, mais plus calme. Elle a souri nerveusement, serrant son sac à main comme s'il pouvait s'envoler. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Elle a immédiatement repéré Ellie. « C'est lui ?»« Ouais », ai-je dit. « C'est Ellie. » Elle ne s'est pas précipitée pour le prendre dans ses bras ou l'étouffer d'affection comme je m'y attendais à moitié. Elle est juste restée là, à le regarder rire en poursuivant un oiseau. Ses yeux sont devenus brillants. « Il est magnifique », a-t-elle murmuré. « Tu es un bon père. »« J'essaie de l'être », ai-je dit. Nous nous sommes assis sur un banc, un silence gênant s'étirant entre nous. Claire s'est éloignée avec Ellie, nous laissant de l'espace. J'ai beaucoup pensé à ce moment, a dit maman après un certain temps. Ce que je dirais. Comment tu réagirais? Mais je crois que je veux juste m'asseoir ici un petit moment. C'est bien. Elle a hoché la tête, expirant lentement. Quand je t'ai vu au restaurant, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas seulement Lucas que j'ai échoué. Je me suis échoué moi-même aussi. J'ai passé si longtemps à essayer de réparer ce que ton père a cassé que je n'ai pas remarqué que je te cassais, toi. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Nous sommes restés assis en silence à nouveau. Ellie est arrivée en courant, tenant une feuille comme si c'était de l'or. Papa, regarde. J'ai souri, la lui ai prise et lui ai ébouriffé les cheveux. C'est une belle feuille, mon grand. Maman nous a regardés, son expression douce mais lourde. Tu es vraiment heureux, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Je le suis. Elle a souri faiblement. Ça me rend heureuse aussi. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas pleuré. Quand il a été temps de partir, elle a juste dit « Merci de m'avoir laissé te voir ». J'ai hoché la tête. Prends soin de toi, maman. En attachant Ellie dans son siège auto, je l'ai surprise en train de nous regarder depuis le banc, les mains jointes, les épaules tremblant un peu. En rentrant, Claire a demandé doucement. « Comment tu te sens ?» J'ai réfléchi un long moment. Plus léger, ai-je dit finalement. Pas réparé. Juste plus léger. Elle a souri. C'est un début. Et peut-être que ça l'était. Pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Je ne sentais pas qu'on me devait quelque chose. Je ne me sentais pas comme cet enfant à qui on avait volé son cadeau de Noël. Je sentais juste que j'avais fini de porter ce poids. Ce sentiment ne s'est pas estompé. Il a grandi au cours de l'année suivante. La vie ne s'est pas magiquement arrangée, mais elle est devenue plus stable, plus calme, plus réelle. Maman a commencé à prouver qu'elle pensait ce qu'elle disait. Elle n'était pas étouffante, n'insistait pas, n'essayait pas de réécrire le passé. Elle se présentait simplement quand elle disait qu'elle le ferait. Parfois,
elle envoyait un texto en pensant à Ellie, ou demandait si elle pouvait passer pour déposer quelque chose de petit, un livre pour enfants ou des biscuits qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, et je l'ai cru. Elle ne s'en est jamais vantée, ne l'a jamais utilisée comme une arme pour prouver qu'elle allait mieux. Elle parlait juste comme un être humain pour une fois. Et quand elle venait, elle suivait toutes les règles que nous avions établies. Pas de culpabilisation, pas de mention de Lucas à moins que je ne le demande. Pendant ce temps, Lucas, eh bien, son monde ne s'est pas aussi bien porté. Papy a appelé une fois et m'a dit qu'il était retourné vivre chez maman pendant un certain temps. Il a brûlé les emplois comme s'ils étaient des serviettes en papier. S'est fait virer 2 fois, s'est disputé avec les voisins, pensait toujours que tout le monde était contre lui. Je n'ai ressenti aucune joie en l'apprenant. Juste une confirmation silencieuse. J'avais eu raison de partir. Certaines personnes ne grandissent jamais tant qu'elles n'ont plus personne pour les assister. Maman l'a finalement obligée à déménager à nouveau. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à nettoyer ses dégâts. L'entendre dire ça semblait surréaliste, comme si elle avait enfin vu le désordre qu'elle avait aidé à créer. Quelques mois plus tard, elle est venue au 5e anniversaire d'Ellie. Elle n'a pas essayé de jouer la grand-mère de l'année. Elle est restée en arrière-plan, a pris des photos, a ri de ses mouvements de danse ridicules et lui a tendu une petite boîte emballée dans du papier craft. À l'intérieur se trouvait un petit camion en bois, sculpté à la main et peint en bleu. Je l'ai fait moi-même, a-t-elle dit. Je me suis dit qu'il aimerait peut-être quelque chose de simple. Ellie l'a serré dans ses bras comme un trésor. Merci, mamie. Le mot l'a prise par surprise. Ses yeux se sont remplis d'eau, mais elle n'en a pas fait un drame. Elle a juste souri et murmuré, de rien, mon grand. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dehors pendant que Claire nettoyait les dernières assiettes de gâteau. Le jardin était calme, à l'exception du son du rire d'Ellie à l'intérieur. Il jouait probablement encore avec ce camion en bois. J'ai pensé à tout. Ce Noël il y a des années, le trophée de basket que je n'ai jamais pu célébrer. La nuit où je suis parti avec rien d'autre qu'un sac de sport et un cœur têtu. Tout cela m'a mené ici. Claire est sortie, s'est assise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule. Il a passé un bon anniversaire, a-t-elle dit. Ouais, ai-je dit. Il en a passé un bon. Maman n'était pas parfaite, mais elle essayait. Et Lucas, peut-être qu'un jour il en aurait marre de s'effondrer et commencerait à construire. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon travail de le sauver. Cette vie, la petite maison, les rires, le calme, c'était la mienne, gagnée, non héritée. En me levant pour rentrer, j'ai regardé Claire et j'ai dit, tu sais, je ne suis pas parti pour leur faire du mal. Elle a souri doucement. Je sais. J'ai regardé par la fenêtre où Ellie agitait son camion jouet en l'air comme un trophée. Je suis parti pour vivre, ai-je dit. Et je l'ai fait.